Chapitre 8 de l'Aiguille creuse par Maurice Leblanc. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Bidou. L'Aiguille creuse par Maurice Leblanc. Chapitre 8. De César à Lupin. Que diable! Il m'a fallu 10 jours à moi, Lupin. Il te faudra bien 10 ans. Cette phrase, prononcée par Lupin au sortir du château de Véline, eut une influence considérable sur la conduite de Beautrelet. Très calme au fond, et toujours maître de lui, Lupin avait néanmoins de ces moments d'exaltation, de ces expansions un peu romantiques, théâtrales à la fois et bon enfant, où il lui échappait certains aveux, certaines paroles dont un garçon comme Beautrelet pouvait tirer profit. À tort ou à raison, Beautrelet croyait voir dans cette phrase un de ses aveux involontaires. Il était en droit de conclure que, si Lupin mettait en parallèle ses efforts et les siens dans la poursuite de la vérité sur l'Aiguille creuse, c'est que tous deux possédaient des moyens identiques pour arriver au but. C'est que lui, Lupin, n'avait pas eu des éléments de réussite différents de ceux que possédait son adversaire. Les chances étaient les mêmes. Or, avec ces mêmes chances, avec ces mêmes éléments de réussite, il avait suffi à Lupin de 10 jours. Quels étaient ces éléments, ces moyens et ces chances? Cela se réduisait en définitive à la connaissance de la brochure, publiée en 1815, brochure que Lupin avait sans doute, comme Massiban, trouvée par hasard, et grâce à laquelle il était arrivé à découvrir, dans le missel de Marie-Antoinette, l'indispensable document. Donc, la brochure et le document, voilà les deux seules bases sur lesquelles Lupin s'était appuyé. Avec cela, il avait reconstruit tout l'édifice. Pas de secours étranger. L'étude de la brochure et l'étude du document. Un point, c'est tout. Eh bien, Beautrelet ne pouvait-il se cantonner sur le même terrain? À quoi bon une lutte impossible? À quoi bon ces vaines enquêtes où il était sûr, si tant est qu'il évita les embûches multipliées sous ses pas, de parvenir en fin de compte au plus pitoyable des résultats? Sa décision fut nette et immédiate, et tout en s'y conformant, il avait l'intuition heureuse qu'il était sur la bonne voie. Tout d'abord, il quitta sans inutile récrimination son camarade de Janson de Sailly et, prenant sa valise, il alla s'installer après beaucoup de tours et de détours dans un petit hôtel situé au centre même de Paris. De cet hôtel, il ne sortit point pendant des journées entières. Tout au plus mangeait-il à la table d'hôte. Le reste du temps, enfermé à clé, les rideaux de la chambre hermétiquement clos, il songeait. 10 jours, avait dit Arsène Lupin. Beautrelet, s'efforçant d'oublier tout ce qu'il avait fait et de ne se rappeler que les éléments de la brochure et du document, ambitionnait ardemment de rester dans les limites de ces 10 jours. Le 10e cependant passa, et le 11e, et le 12e, mais le 13e jour, une lueur se fit en son cerveau, et très vite, avec la rapidité déconcertante de ces idées qui se développent en nous comme des plantes miraculeuses, la vérité surgit, s'épanouit, se fortifia. Le soir de ce 13e jour, il ne savait certes pas le mot du problème, mais il connaissait en toute certitude une des méthodes qui pouvaient en provoquer la découverte. La méthode féconde que Lupin sans aucun doute avait utilisée. Méthode fort simple et qui découlait de cette unique question. Existe-t-il un lien entre tous les événements historiques, plus ou moins importants, auxquels la brochure rattache le mystère de l'Aiguille creuse? La diversité des événements rendait la réponse difficile. Cependant, de l'examen approfondi auquel se livra Beautrelet, il finit par se dégager un caractère essentiel à tous ces événements. Tous, sans exception, se passaient dans les limites de l'ancienne Neustrie, lesquelles correspondent à peu près à l'actuelle Normandie. Tous les héros de la fantastique aventure sont normands, ou le deviennent, ou agissent en pays normand. Quelle passionnante chevauchée à travers les âges! Quel émouvant spectacle que celui que tous, ces barons, ducs, ces rois, partant de points si opposés et se donnant rendez-vous en ce coin du monde? Au hasard, Beautrelet feuilleta l'histoire. C'est Rolles, ou Rollon, premier duc normand, qui est maître du secret de l'aiguille, après le traité de Saint-Clair-sur-Epte. C'est Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, roi d'Angleterre, dont l'étendard est percé à la façon d'une aiguille. C'est à Rouen que les Anglais brûlent Jeanne d'Arc, maîtresse du secret. Et tout à l'origine de l'aventure, qu'est-ce que ce chef des Calettes qui paye sa rançon à César avec le secret de l'aiguille, sinon le chef des hommes du pays de Caux, situé au cœur même de la Normandie. L'hypothèse se précise, le champ se rétrécit. Rouen, les rives de la Seine, le pays de Caux. Il semble vraiment que toutes les routes convergent de ce côté. Si l'on cite plus particulièrement 2 rois de France, maintenant que le secret,
perdu pour les ducs de Normandie et pour leurs héritiers, les rois d'Angleterre, est devenu le secret royal de la France, c'est Henri IV. Henri IV qui fit le siège de Rouen et gagna la bataille d'Arques aux portes de Dieppe. Et c'est François Ier qui fonda Le Havre et prononça cette phrase révélatrice. Les rois de France portent des secrets qui règlent souvent le sort des villes. Rouen, Dieppe, Le Havre, les 3 sommets du triangle, les 3 grandes villes qui occupent les 3 pointes. Au centre, le pays de Caux. Le XVIIe siècle arrive, Louis XIV brûle le livre où l'inconnu révèle la vérité. Le capitaine de l'Arbéry s'empare d'un exemplaire, profite du secret qu'il a violé, dérobe un certain nombre de bijoux et, surpris par des voleurs de grands chemins, meurt assassiné. Or, quel est le lieu où se produit le guet-apens ? Gaillon. Gaillon, petite ville située sur la route qui mène du Havre, de Rouen ou de Dieppe à Paris. 1 an après, Louis XIV achète un domaine et construit le château de l'Aiguille. Quel emplacement choisit-il ? Le centre de la France. De la sorte, les curieux sont dépistés. On ne cherche pas en Normandie. Rouen, Dieppe, Le Havre, le triangle de Cauchois, tout est là. D'un côté la mer, d'un autre la Seine, d'un autre les 2 vallées qui conduisent de Rouen à Dieppe. Un éclair illumina l'esprit de Beautrelet. Cet espace de terrain, cette contrée des hauts plateaux qui vont des falaises de la Seine aux falaises de la Manche, c'était toujours, presque toujours là, le champ même d'opération où évoluait Lupin. Depuis 10 ans, c'était précisément cette région qu'il mettait en coupe réglée, comme si il avait eu son repère au centre même du pays, où se rattachait le plus étroitement la légende des 8 Creuses. L'affaire du baron de Cahorn, sur les bords de la Seine, entre Rouen et Le Havre. L'affaire de Thibermesnil, à l'autre extrémité du plateau, entre Rouen et Dieppe. Les cambriolages de Gruchet, de Montigny, de Craville, en plein pays de Caux. Où Lupin se rendait-il quand il fut attaqué et ligoté dans son compartiment par Pierre Onfray, l'assassin de la rue La Fontaine ? À Rouen. Où Herlock Sholmès, prisonnier de Lupin, fut-il embarqué ? Près du Havre. Et tout le drame actuel, quel en fut le théâtre ? Embrumésie, sur la route du Havre à Dieppe. Rouen, Dieppe, Le Havre. Toujours le triangle cauchois. Donc, quelques années auparavant, Arsène Lupin, possesseur de la brochure et connaissant la cachette où Marie-Antoinette avait dissimulé le document, Arsène Lupin finissait par mettre la main sur le fameux livre d'heures. Possesseur de document, il partait en campagne, trouvait et s'établissait là, en pays conquis. Beautrelet partit en campagne. Il partit avec une véritable émotion, en songeant à ce même voyage que Lupin avait effectué, à ces mêmes espoirs dont il avait dû palpiter, quand il s'en allait ainsi à la découverte du formidable secret qui devait l'armer d'une telle puissance. Ses efforts à lui, Beautrelet, auraient-ils le même résultat victorieux ? Il quitte à Rouen de bonne heure, à pied, la figure très maquillée, et son sac au bout d'un bâton sur le dos, comme un apprenti qui fait son tour de France. Il alla droit à Duclair, où il déjeuna. Au sortir de ce bourg, il suivit la Seine, et ne la quitta pour ainsi dire plus. Son instinct, renforcé d'ailleurs par bien des présomptions, le ramenait toujours aux rives sinueuses du beau fleuve. Le château de Cahorn cambriolé, c'est par la Seine que filent les collections. La chapelle Dieu enlevée, c'est vers la Seine que sont convoyées les vieilles pierres sculptées. Il imaginait comme une flottille de péniches faisant le service régulier de Rouen au Havre, et drainant les œuvres d'art et les richesses d'une contrée pour les expédier de là vers le pays des milliardaires. « Je brûle !» murmurait le jeune homme, tout pantelant sous les coups de la vérité qui le heurtait par grands chocs successifs. L'échec des premiers jours ne le découragea point. Il avait une foi profonde, inébranlable, dans la justesse de l'hypothèse qui le dirigeait. Hardie, excessive, n'importe. Elle était digne de l'ennemi poursuivi. L'hypothèse valait la réalité prodigieuse qui avait nom Lupin. Avec cet homme-là, devait-on chercher en dehors de l'énorme, de l'exagéré, du surhumain ? Jumièges, la Mailleraie, Saint-Vandril, Côte-Bec, Tancarville, Quillebeuf, localités toutes pleines de son souvenir. Que de fois il avait dû contempler la gloire de leurs clochers gothiques ou la splendeur de leurs vastes ruines. Mais le Havre, les environs du Havre, attiraient Isidore comme les feux d'un phare. Les rois de France portent de secrets qui règlent souvent le sort des villes. Paroles obscures et tout à coup pour Beautrelet, rayonnantes de clarté. N'était-ce pas l'exacte déclaration des motifs qui avait décidé François Ier à créer une ville à cet endroit, et le sort du Havre de Grâce n'était-il pas lié au secret même de l'Aiguille ? C'est
C'est cela, balbutia Beautrelet avec ivresse. Le vieil estuaire normand, l'un des points essentiels, l'un des noyaux primitifs autour desquels s'est formée la nationalité française. Le vieil estuaire se complète par ces deux forces. L'une en plein ciel, vivante, connue, port nouveau qui commande l'océan et qui s'ouvre sur le monde. L'autre, ténébreuse, ignorée, et d'autant plus inquiétante qu'elle est invisible et impalpable. Tout un côté de l'histoire de France et de la maison royale s'explique par l'aiguille, de même que toute l'histoire de Lupin. Les mêmes ressources d'énergie et de pouvoir alimentent et renouvellent la fortune des rois et celle de l'aventurier. De bourgade en bourgade, du fleuve à la mer, Beautrelet fureta, le nez au vent, l'oreille aux écoutes, et tâchant d'arracher aux choses mêmes leur signification profonde. Était-ce ce coteau qu'il fallait interroger? Cette forêt? Les maisons de ce village? Était-ce parmi les paroles insignifiantes de ce paysan qu'il récolterait le petit mot révélateur? Un matin, il déjeunait dans une auberge en vue d'Honfleur, antique cité de l'estuaire. En face de lui mangeait un de ces maquignons normands, rouges et lourds, qui font les foires de la région, le fouet à la main, une longue blouse sur le dos. Au bout d'un instant, il parut à Beautrelet que cet homme le regardait avec une certaine attention, comme s'il le connaissait, ou du moins comme s'il cherchait à le reconnaître. « Bah, pensa-t-il, je me trompe. Je n'ai jamais vu ce marchand de chevaux, et il ne m'a jamais vu. » En effet, l'homme sembla ne plus s'occuper de lui. Il alluma sa pipe, demanda du café et du cognac, fuma et but. Son repas achevé, Beautrelet paya et se leva. Un groupe d'individus entrant au moment où il allait sortir, il dut rester debout quelques secondes auprès de la table où le maquignon était assis, et il l'entendit qui disait à voix basse « Bonjour, monsieur Beautrelet. » Isidore n'hésita pas. Il prit place auprès de l'homme et lui dit « Oui, c'est moi. Mais vous, qui êtes-vous? Comment m'avez-vous reconnu ?»« Pas difficile. Et pourtant, je n'ai jamais vu que votre portrait dans les journaux. Et vous êtes si mal, comment dites-vous en français, si mal grimé. » Il y avait un accent étranger très net, et Beautrelet crut discerner, en l'examinant, que, lui aussi, il avait un masque qui altérait sa physionomie. « Qui êtes-vous » répéta-t-il. « Qui êtes-vous » L'étranger sourit. « Vous ne me reconnaissez pas ? Non, je ne vous ai jamais vu. Pas plus que moi, mais rappelez-vous, moi aussi on publie mon portrait dans les journaux, et souvent, eh bien, ça y est ? Non, Herlock Sholmès. La rencontre était originale. Elle était significative aussi. Tout de suite, le jeune homme en saisit la portée. Après un échange de compliments, il dit à Sholmès « Je suppose que si vous êtes ici, c'est à cause de lui. »« Oui. Alors, vous croyez que nous avons des chances de ce côté ? » ?»« J'en suis sûr. » La joie que Beautrelet ressentit à constater que l'opinion de Sholmès coïncidait avec la sienne ne fut pas sans mélange. Si l'Anglais arrivait au but, c'était la victoire partagée, et qui sait même s'il n'arriverait pas avant lui. « Vous avez des preuves, des indices ?»« N'ayez pas peur, ricana l'Anglais, comprenant son inquiétude. Je ne marche pas sur vos brisées. Vous, c'est le document, la brochure, des choses qui ne m'inspirent pas grande confiance. Et vous ? Moi, ce n'est pas cela. Est-il indiscret ? Nullement. Vous vous rappelez l'histoire du diadème, l'histoire du duc de Charmeras ? Oui. Vous n'avez pas oublié Victoire, la vieille nourrice de Lupin, celle que mon bon ami Ganimard a laissé échapper dans une fausse voiture cellulaire ? Non. J'ai retrouvé la piste de Victoire. Elle habite une ferme non loin de la route nationale numéro 25. La route nationale numéro 25, c'est la route du Havre à Lille. Par Victoire, j'irai facilement jusqu'à Lupin. Ce sera long. Qu'importe, j'ai lâché toutes mes affaires, il n'y a plus que celle-là qui compte. Entre Lupin et moi, c'est une lutte à mort. Il prononça ces mots avec une sorte de sauvagerie, où l'on sentait toute la rancœur des humiliations senties, toute une haine féroce contre le grand ennemi qui l'avait joué si cruellement. « Allez-vous-en, murmura-t-il, on nous regarde, c'est dangereux. Mais rappelez-vous mes paroles. Le jour où Lupin et moi nous serons l'un en face de l'autre, ce sera tragique. » Beautrelet quitta Sholmès tout à fait rassuré. Il n'y avait pas à craindre que l'Anglais le gagnât de vitesse. Et quelle preuve encore lui apportait le hasard de cette entrevue ? La route du Havre à Lille passe par Dieppe. C'est la grande route côtière du pays de Caux. La route maritime qui commande les falaises de la Manche. Et c'est dans une ferme voisine de cette route que Victoire était installée. Victoire, c'est-à-dire Lupin, puisque l'un n'allait pas sans l'autre, le maître sans la servante, toujours aveuglément dévoué. « Je brûle, se répétait le jeune homme. Dès que les circonstances m'apportent un élément nouveau d'information, c'est pour confirmer ma supposition.
D'un côté, certitude absolue des bords de la Seine. De l'autre, certitude de la route nationale. Les deux voies de communication se rejoignent au Havre, la ville de François Ier, la ville du secret. Les limites se resserrent. Le pays de Caux n'est pas grand, et ce n'est encore que la partie occidentale du pays de Caux que je dois fouiller. Il se remit à l'œuvre avec acharnement. Ce que Lupin a trouvé, il n'y a aucune raison pour que je ne le trouve pas, ne cessait-il de dire en lui-même. Certes, Lupin devait avoir sur lui quelques gros avantages. Peut-être la connaissance approfondie de la région, des données précises sur les légendes locales, moins que cela, un souvenir. Avantage précieux puisque lui, Beautrelet, ne savait rien, et qu'il ignorait totalement ce pays, l'ayant parcouru pour la première fois lors du cambriolage dans Brumésie, et rapidement, sans s'y attarder. Mais qu'importe, dût-il consacrer 10 ans de sa vie à cette enquête, il la mènerait à bout. Lupin était là, il le voyait, il le devinait. Il l'attendait à ce détour de route, à la lisière de ce bois, au sortir de ce village. Et chaque fois déçu, il semblait qu'il trouvât en chaque déception une raison plus forte de s'obstiner encore. Souvent, il se jetait sur le talus de la route et s'enfonçait éperdument dans l'examen du document, tel qu'il emportait toujours sur lui la copie, c'est-à-dire avec la substitution des voyelles aux chiffres. Souvent aussi, selon son habitude, il se couchait à plat ventre dans l'herbe haute et songeait des heures. Il avait le temps, l'avenir lui appartenait. Avec une patience admirable, il allait de la Seine à la mer, et de la mer à la Seine, s'éloignant par degrés, revenant sur ses pas, et n'abandonnant le terrain que lorsqu'il n'y avait plus théoriquement aucune chance d'y puiser le moindre renseignement. Il étudia, il scruta Montivilliers, Saint-Romain, Octeville et Gonneville et Cricto. Il frappait le soir chez des paysans et leur demandait le gîte. Après dîner, on fumait ensemble et l'on devisait. Et il leur faisait raconter des histoires qui se racontaient aux longues veillées d'hiver. Et toujours cette question sournoise. Et l'aiguille, la légende de l'aiguille creuse, vous ne la savez pas? Ma foi, non, je ne vois pas ça. Cherchez bien, un conte de vieille bonne femme, quelque chose où il s'agit d'une aiguille. Une aiguille enchantée, peut-être, que sais-je? Rien. Aucune légende, aucun souvenir. Et le lendemain, il repartait avec allégresse. Un jour, il passa par le joli village de Saint-Jouin, qui domine la mer, et descendit parmi le chaos de rocs qui s'est éboulé de la falaise. Puis, il remonta sur le plateau et s'en alla vers la valeuse de Bruneval, vers le cap d'Antifère, vers la petite crique de Belle-Plage. Il marchait gaiement et légèrement, un peu las, mais si heureux de vivre. Si heureux même qu'il oubliait Lupin, et le mystère de l'aiguille creuse, et Victoire, et Cholmès, et qu'il s'intéressait au spectacle des choses, au ciel bleu, à la grande mer d'émeraude, toute éblouissante de soleil. Des talus rectilignes, des restes de murs en briques où il crut reconnaître les vestiges d'un corps romain, l'intriguèrent. Puis, il aperçut une espèce de petit castel, bâti à l'imitation d'un fort ancien, avec tourelles lézardées, autres fenêtres gothiques, et qui était situé sur un promontoire déchiqueté, montueux, rocailleux, et presque détaché de la falaise. Une grille, flanquée de garde-fous et de broussailles de fer, en défendait les 3 passages. Non sans peine, Beautrelet réussit à le franchir. Au-dessus de la porte ogivale, que fermait une vieille serrure rouillée, il lut ces mots. Fort de Fréfossé. Il n'essaya pas d'entrer et, tournant à droite, il aborda, après avoir descendu une petite pente, un sentier qui courait sur une arête de terre munie d'une rampe en bois. Tout au bout, il y avait une grotte de proportions exiguës, formant comme une guérite à la pointe du roc où elle était creusée, un roc abrupt tombant dans la mer. On pouvait tout juste tenir debout au centre de la grotte. Des multitudes d'inscriptions s'entrecroisaient sur ces murs. Un trou, presque carré, percé à même la pierre, s'ouvrait en lucarne du côté de la terre, exactement en face au fort de Fréfossé, dont on apercevait à 30 ou 40 mètres la couronne crénelée. Beautrelet jeta son sac et s'assit. La journée avait été lourde et fatigante. Il s'endormit un instant. Le vent frais qui circulait dans la grotte l'éveilla. Il resta quelques minutes immobile et distrait, les yeux vagues. Il essayait de réfléchir, de reprendre sa pensée, encore engourdie. Et déjà, plus conscient, il allait se lever quand il eut l'impression que ses yeux soudain fixes, soudain agrandis, regardaient. Un frisson l'agita. Ses mains se crispèrent et il sentit que des gouttes de sueur se formaient à la racine de ses cheveux. Non, non,
balbutia-t-il. C'est un rêve, une hallucination, voyons. Serait-ce possible? Il s'agenouilla brusquement et se pencha. 2 lettres énormes, d'un pied chacune peut-être, apparaissaient gravées en relief dans le granit du sol. Ces 2 lettres, sculptées grossièrement mais nettement, et dont l'usure des siècles avait arrondi les angles et patiné la surface, ces 2 lettres, c'était un D et un F. Un D et un F? Miracle bouleversant! Un D et un F, précisément, 2 lettres du document, les 2 seules lettres du document. Ah, Beautrelet n'avait même pas besoin de le consulter pour évoquer ce groupe de lettres à la 4e ligne. La ligne des mesures et des indications, il les connaissait bien. Elles étaient inscrites à jamais au fond de ses prunelles, incrustées à jamais dans la substance même de son cerveau. Il se releva, descendit le chemin escarpé, remonta le long de l'ancien fort, de nouveau s'accrocha, pour passer, au piquant du garde-fou, et marcha rapidement vers un berger dont le troupeau paissait au long, sur une ondulation du plateau. « Cette grotte, là-bas, cette grotte !» Ses lèvres tremblaient, et il cherchait des mots qu'il ne trouvait pas. Le berger le contemplait avec stupeur. Enfin, il répéta « Oui, cette grotte qui est là, à droite du fort, a-t-elle un nom ?»« Dame probable ? Tous ceux d'Étretat disent comme ça que c'est les demoiselles. »« Quoi ? Quoi ? Que dites-vous ? » ?»« Eh ben oui, la chambre des demoiselles. » Isidore fut sur le point de lui sauter à la gorge, comme si toute la vérité résidait en cet homme, et qu'il espéra la lui prendre d'un coup, la lui arracher. Les demoiselles, un des mots, un des 2 seuls mots connus du document. Un vent de folie ébranla Beautrelet sur ses jambes, et cela s'enflait autour de lui, soufflait comme une bourrasque impétueuse qui venait du large, qui venait de la terre, qui venait de toutes parts et le fouettait à grands coups de vérité. Il comprenait. Le document lui apparaissait avec son sens véritable. La chambre des demoiselles, Étretat. C'est cela, pensa-t-il, l'esprit envahi de lumière. Ce ne peut être que cela, mais comment ne l'ai-je pas deviné plus tôt? Il dit au berger, à voix basse, « Bien, va-t'en, tu peux t'en aller, merci. » L'homme, interdit, siffla son chien et s'éloigna. Une fois seul, Beautrelet retourna vers le fort. Il l'avait déjà presque dépassé quand tout à coup, il s'abattit à terre et resta blotti contre un pan de mur. Et il songeait en se tendant les mains. « Suis-je fou? Et s'il me voit? Si ses complices me voient? Depuis 1 heure, je viens. » Il ne bougea plus. Le soleil s'était couché, la nuit peu à peu se mêlait au jour, estompant la silhouette des choses. Alors, par menus gestes insensibles à plat ventre, se glissant, rampant, il s'avança sur une des pointes du promontoire, jusqu'au bout extrême de la falaise. Il y parvint, du bout de ses mains étendues, il écarta des touffes d'herbe, et sa tête émergea au-dessus de l'abîme. En face de lui, presque au niveau de la falaise, en pleine mer, se dressait un roc énorme, haut de plus de 80 mètres, obélisque colossal, d'aplomb sur sa large base de granit, que l'on apercevait au ras de l'eau et s'effilait ensuite jusqu'au sommet, ainsi que la dent gigantesque d'un monstre marin. Blanc comme la falaise, d'un blanc gris et sale, l'effroyable monolithe était strié de lignes horizontales marquées par du silex, et où l'on voyait le lent travail des siècles, accumulant les unes sur les autres les couches calcaires et les couches de galets. De place en place, une fissure, une anfractuosité, et tout de suite là, un peu de terre, de l'herbe, des feuilles. Et tout cela puissant, solide, formidable, avec un air de chose indestructible, contre quoi l'assaut furieux des vagues et des tempêtes ne pouvait prévaloir. Tout cela définitif, immanent, grandiose, malgré la grandeur du rempart de falaise qui le dominait. Immense, malgré l'immensité de l'espace où cela s'érigeait. Les ongles de Beautrelet s'enfonçaient dans le sol, comme les griffes d'une bête, prête à bondir sur sa proie. Ses yeux pénétraient dans l'écorce rugueuse du roc, dans sa peau, lui semblait-il, dans sa chair. Il le touchait, il le palpait. Il en prenait connaissance et possession. Il se l'assimilait. L'horizon s'empourprait de tous les feux du soleil disparu, et de longs nuages embrasés, immobiles dans le ciel, formaient des paysages magnifiques, des lagunes irréelles, des plaines en flammes, des forêts d'or, des lacs de sang, toute une fantasmagorie ardente et paisible. L'azur du ciel s'assombrit. Vénus rayonnait d'un éclat merveilleux, puis des étoiles s'allumèrent, timides encore.
et Beautrelet, soudain, ferma les yeux et serra convulsivement contre son front ses bras repliés. Là-bas, oh, il pensa en mourir de joie tellement l'émotion fut cruelle qui étreignit son cœur. Là-bas, presque en haut de l'aiguille d'Étretat, en dessous de la pointe extrême autour de laquelle voltigeaient des mouettes, un peu de fumée qui suintait d'une crevasse, ainsi que d'une cheminée invisible. Un peu de fumée montait en lente spirale dans l'air calme du crépuscule. Fin du chapitre 8.